Bonsoir à tous. Bienvenue à notre talk à cœur ouvert. Bienvenue sur ce talk qui portera sur l'asthme. L'asthme qui est une maladie chronique et qui est une maladie assez récurrente dont on n'en parle pas beaucoup. Alors ce soir, nous allons répondre à vos différentes questions en ce qui concerne ce sujet. Avant de démarrer, nous allons d'abord commencer par une prière. Excellent Père de grâce, merci Père pour ce talk que tu nous as inspiré. Nous te supplions Seigneur, viens et sois au total contrôle. Nous désirons Seigneur Jésus que tu sois l'alpha et l'oméga de ce talk. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et inspire les paroles de nos bouches et accorde-nous la sagesse nécessaire pour pouvoir transmettre et parler de cette maladie que tu nous as mis à cœur. Viens et prends le total contrôle Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seule sur le plateau. Déjà, je me présente, je suis le docteur Laura Bonda, neurologue en service dans un hôpital de la place à Yaoundé au Cameroun. Et sur le plateau, je suis accompagnée du docteur Larissa Nouya, juste à ma gauche, médecin spécialiste en médecine interne, qui travaille également dans une structure hospitalière à Yaoundé, au Cameroun. Et sur ma droite, nous avons un homme, un képhale, Merlin Kamno, qui est chantre à Impact Centre Chrétien Yaoundé et qui est celui qui nous ouvrira son cœur pour nous parler de son vécu par rapport à cette maladie. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons préparé une présentation que nous allons d'abord faire avant d'échanger avec vous. Nous allons vous parler de la maladie du point de vue scientifique et puis par la suite, vous aurez des questions, vous poserez des questions auxquelles nous répondrons. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, l'asthme. Notre titre, c'est en fait « L'asthme, mieux comprendre pour mieux vivre ». L'objectif de notre présentation de ce soir, c'est de pouvoir améliorer, c'est qu'au final, au sortir de ce talk, vous puissiez être capable, que les connaissances puissent être améliorées sur l'asthme, et afin de réduire les retards diagnostiques, les complications, et éviter les stigmatisations face à cette maladie. Nous commencerons par introduire d'abord l'asthme, nous dirons. L'asthme, c'est une affection pulmonaire chronique, non transmissible, majeure, qui touche aussi bien les enfants que les adultes. Elle est fréquente chez l'enfant, elle peut être sévère, voire même mortelle, et son traitement est plutôt long. L'asthme se définit comme étant une maladie hétérogène, généralement caractérisée par une inflammation chronique des bronches. Elle se manifeste par des symptômes respiratoires réversibles dans le temps et dans son intensité. Et ces symptômes peuvent être la difficulté à respirer, les oppressions thoraciques, la toux, un sifflement. Et elle est également caractérisée par une obstruction des voies aériennes qui est variable dans le temps et dans l'intensité, qui est également réversible, qui peut être réversible totalement ou partiellement après administration des bronchodilatateurs. En 2019, l'OMS estime à 262 millions de personnes atteintes d'asthme dans le monde, soit environ 5% de la population mondiale. En Afrique, l'OMS estime à environ 50 millions de personnes touchées par cette pathologie. Une étude d'ISAC réalisée en Afrique du Sud sur des adolescents âgés de 13 à 14 ans a révélé une prévalence en Afrique subsaharienne qui variait de 5 à 20%, notamment 5% à Yaoundé et 20% à Cape Town. Au Cameroun, une étude réalisée en 2018 par le professeur Pefora a mis en évidence une prévalence de 3% dans une population adulte des zones urbaines et rurales. Et les différentes zones étaient Yaoundé, Douala, Garoua, et il y avait des zones rurales également. Et il estimait que la prévalence était évaluée également à 8,5% chez des adolescents scolarités. Nous pouvons deviner que 3% de la population, c'est vraiment très bas, car nous savons qu'en Afrique encore, l'accès aux soins reste encore difficile.
les facteurs de risque. Alors, nous avons des facteurs de risque endogènes et des facteurs de risque exogènes. Les facteurs de risque endogènes sont la susceptibilité génétique. En effet, des études ont révélé qu'il y a une susceptibilité génétique et les gènes incriminés, les gènes qui ont été mis en évidence, sont ceux qui interviennent dans la réponse immunitaire. Comme autre facteur exogène, nous avons le stress. Nous avons également, comme autre facteur, nous avons également des facteurs exogènes, à savoir la pollution atmosphérique. Nous avons les infections virales, oui. Les enfants qui font des infections pulmonaires au bas âge, notamment les bronchiolites, développent par la suite des bronchiolites sifflantes qui par la suite se transformeront en asthme. Nous avons également l'obésité qui se manifeste, qui intervient dans l'asthme par une cascade hormonale en fait. Nous avons l'alimentation, nous avons le tabac. Oui, le tabac maternel in utero, c'est-à-dire qu'une maman qui fume durant la grossesse prédispose son enfant à pouvoir développer l'asthme par la suite. Et même les parents qui fument, devant des enfants qui fument, un enfant qui grandit en fait dans un environnement où des parents fument est susceptible de développer l'asthme par la suite. Alors, comme autre facteur, nous avons également la prématurité. Les enfants les prématurés sont susceptibles de développer l'asthme à un certain âge. Également, les enfants de faible poids. Nous avons également, en ce qui concerne les autres facteurs de risque, nous avons vu la pollution. On a la pollution intérieure maintenant. Nous allons parler des acariens que l'on retrouve généralement sur du tapis. Nous avons la moisissure, nous avons le glabre. Et nous avons également l'exposition de certaines professions, dans certaines professions, les personnes qui exercent certaines professions sont à risque de pouvoir développer l'asthme, notamment les boulangers, les pâtissiers qui sont en contact régulièrement avec de la farine, et ces farines qui contiennent parfois des moisissures ou encore des acariens qui, dans leur stockage, peuvent être à risque de pouvoir développer l'asthme. Nous avons également les professionnels de santé comme nous, oui, les gants qui contiennent le latex qui contient les gants, peuvent être susceptibles de pouvoir être à l'origine de l'asthme. Également, c'est un produit que l'on utilise dans le conditionnement de certains prélèvements humains, l'on peut dire ainsi. Et comme autre profession à risque, nous avons des peintres également, les peintres qui exercent dans l'automobile. Ils sont en contact avec des produits qui sont susceptibles de pouvoir être à l'origine de l'asthme par la suite. Nous avons également, en dehors des différents peintres, nous avons également les menuisiers. Les menuisiers qui utilisent les isolants, qui sont incriminés dans la survenue de l'asthme professionnel. Alors, comment se développe l'asthme? Nous allons voir le mécanisme par lequel l'asthme se développe. Alors, nous avons trois mécanismes. Nous avons un mécanisme de l'inflammation des membranes respiratoires qui, comme nous le voyons sur le dessin, sur le premier dessin, nous avons les membranes respiratoires qui sont plutôt normales. Et sur le second dessin, nous voyons un épaississement de ces membranes respiratoires. Et ces différentes membranes, ça peut être le muscle lisse, ça peut être l'épithélium qui sera inflammé. Nous avons également une hyperréactivité bronchique. L'hyperréactivité bronchique va entraîner une bronchoconstriction. Et là, nous voyons comment l'orifice par lequel l'air doit passer est réduit sur les deux schémas de votre droite. Voilà. Donc, en plus de cela, nous avons une inflammation, une hyperréactivité bronchique qui va entraîner la bronchoconstriction. Alors, sans plus tarder, avant de passer la parole au docteur Larissa pour la suite, je voudrais dire qu'en fait, en ce qui concerne l'asthme, il y a également un caractère clinico-biologique, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'asthme. L'asthme T2, TH2, dont le mécanisme fait intervenir les eosinophiles et les lymphocytes T2, et ces asthmes sont régulièrement, ces éléments interviennent dans la survenue de l'asthme allergique très souvent. Et nous avons également l'asthme non T2, TH2.
Alors, dans l'asthme non TH2, on a une inflammation qui n'implique pas complètement les éosinophiles. Alors, c'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne la physiopathologie. Sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Larissa pour la suite. Docteur Larissa. Merci, docteur Laura. Bonsoir à tous. Alors, nous allons poursuivre notre présentation ce soir en parlant des différents signes de l'asthme. Vous savez, pour qu'on puisse comprendre ce qui va être dit maintenant, il était important que le décor soit planté avec tous les éléments de physiopathologie que nous avons écoutés préalablement. Donc, en général, quand un patient aura sa crise d'asthme qui va survenir dans les prochains jours, si vous demandez de façon aléatoire à ces personnes, ils vous diront, en général, avant que ma crise ne commence, j'ai peut-être un larmoiement. À chaque fois que je dois faire une crise, j'ai un larmoiement qui va survenir. En général, nous appelons ces signes-là des prodromes, donc des signes annonciateurs d'une crise, de la survenue prochaine d'une crise d'asthme. Et donc, parmi ces signes, nous avons les larmoiements, nous avons la rhinite, médicalement, nous appelons ça la rhinite, mais le commun appelle ça le rhume. Quelqu'un dira, j'ai fréquemment du rhume, donc ensuite, nous avons également des toux. Quelqu'un va dire, bon, avant que ma crise n'arrive, je me rends compte que j'ai beaucoup de toux qui vient, je n'étais nulle part, mais je commence à tousser. Ou alors, on aura ce que nous appelons un prurite sous-mentonnier ou, bon, prurite, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire des démangeaisons sous le menton que les uns et les autres peuvent présenter, ou des éternuements. Et je tiens à préciser que chez le même patient, c'est généralement le même signe. Donc, il ne dira pas qu'aujourd'hui c'était l'éternuement, demain ce sera la toux. En général, c'est toujours le même signe. Et donc, lorsque ces signes sont présents, cela suppose que notre patient va développer dans les prochaines heures ou les prochains jours une crise d'asthme. Et ce qui nous amène à parler des différentes formes de crise d'asthme, parce que nous avons une forme classique. Ici, nous allons parler de l'asthme de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant de plus de 5 ans, parce qu'il faut noter qu'avec les enfants de moins de 5 ans, le tableau clinique est un peu différent. Donc, dans la forme typique, qui est généralement une forme parocytique qui survient brutalement, le patient va présenter dans la phase sèche une toux véritablement sèche et une difficulté à expirer, c'est-à-dire à faire sortir de l'air dans les poumons. Et quand le patient va essayer de faire sortir cet air, si vous êtes assis auprès de lui, vous aurez l'impression que ça siffle. Je crois que la plupart des personnes ont déjà remarqué ces patients qui, on dirait, ils sifflent, ils respirent en sifflant. C'est ce que nous appelons une dyspnée expiratoire sifflante. Et parfois, d'autres patients vont ressentir comme une sensation d'étouffement, donc la poitrine qui a l'air d'être un peu resserrée, et nous appelons ça une oppression thoracique. Et donc, chez ces patients qui vont présenter ces 3 symptômes, parce que c'est le tableau classique, on aura, quand on va l'observer, l'impression d'avoir un thorax qui est bloqué. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui aura du mal à se mouvoir, et véritablement, vous allez entendre, comme nous disons, cette capacité à faire ressortir l'air des poumons qui sera un peu difficile. Et donc, quand vous posez le stéthoscope sur sa poitrine, bien sûr, naturellement, nous avons ce que nous appelons des râles sibilants, qui sont la traduction de ces sifflements que nous écoutons à l'oreille. Et dans les formes atypiques généralement, et que beaucoup de personnes ignorent parce que ce sont des symptômes qui sont parfois isolés dans les formes atypiques ou bien qui peuvent être associés les unes aux autres, c'est un patient qui va avoir une toux spasmodique. C'est-à-dire que la personne va déclencher, la toux va déclencher et la personne ne saura pas arrêter. Il aura utilisé tous les mécanismes possibles, mais cette toux ne s'arrête pas. Donc ici, on parlera d'une toux équivalent asthme. Et donc, on aura également aussi, dans des formes toujours atypiques, ce resserrement au niveau de la poitrine ou une gêne respiratoire. La personne a l'impression qu'elle a du mal à respirer. Ou alors, peut-être quand elle fait un effort, elle se dit « je suis très essoufflée ». Quand je marche sur une petite distance, je suis très essoufflée. Quand je monte les escaliers ou quand je fais du sport, véritablement, je me sens très essoufflée. Et donc, véritablement, ces symptômes qui peuvent être retrouvés dans d'autres pathologies, surtout quand on parle d'essoufflement, parce qu'il ne faut pas croire que essoufflement égale asthme à tout prix. Je préfère le dire dès à présent. Parce que quand nous avons souvent des pathologies cardiaques, on peut avoir un essoufflement. Mais ce qui va nous faire penser à l'asthme devant ce cas, c'est le fait que ces symptômes se répètent assez souvent et surviennent généralement tôt le matin ou
dans la nuit. Il faut vraiment qu'on garde cela à l'esprit. Quand on veut parler d'asthme, ce sont des symptômes qui surviennent généralement tôt le matin ou dans la nuit. Et donc, chez ces patients, nous allons évoquer la possibilité d'une crise d'asthme. Et donc, quand nous avons cette crise d'asthme, il va falloir, devant quelqu'un qui développe une crise d'asthme, il va falloir déterminer la gravité. Parce que oui, l'asthme tue. L'asthme tue énormément par ignorance. Et donc, quand nous avons un patient devant nous, nous devons pouvoir le stadifier ou bien classifier la sévérité de sa pathologie. Et donc ici, c'est généralement la parole qui nous intéresse, la position, l'état neurologique, la fréquence respiratoire, l'utilisation des muscles respiratoires accessoires et l'auscultation pulmonaire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène. Alors, généralement, quand quelqu'un fait une crise d'asthme légère ou modérée, la personne est capable de parler. La personne fait des phrases véritablement sans aucun souci. La personne peut s'asseoir. La personne n'est pas agitée. Il n'y a vraiment pas d'agitation dans les crises légères, mais la fréquence respiratoire est augmentée. La fréquence respiratoire est augmentée et les muscles accessoires, quand on observe le thorax de la personne, ne sont pas du tout sollicités. Bien sûr, on aura des sibilants, la fréquence cardiaque également va augmenter au-delà de la normale et la pression artérielle restera normale. Maintenant, quand nous sommes dans un tableau d'asthme aigu grave, la personne n'arrive pas à formuler une phrase complète. Elle dira des mots entrecoupés parce que ce sera un peu difficile pour elle. Ce sera quelqu'un qui va s'asseoir penché en avant, comme si elle recherchait de l'air. En général, dans la nuit, quand l'asthmatique se lève par rapport à sa crise, quand c'est une crise grave, vous allez voir que rapidement, la personne ouvre la fenêtre et envoie la tête à l'extérieur pour pouvoir respirer. Et donc, c'est une personne qui va être agitée parce qu'elle a l'impression qu'elle va mourir bientôt. C'est cette impression qu'elle a dans la tête et donc elle est agitée. En général, la fréquence respiratoire est vraiment très augmentée, au-delà de 30 cycles par minute, en sachant que la fréquence normale varie entre 16 et 20. Donc, si quelqu'un est à 30, vous pouvez imaginer sa peur intérieure. Et donc, quand on observe, les muscles accessoires sont véritablement sollicités et les sibilants, même à l'oreille posée sur la poitrine, on arrive à les écouter facilement, tellement ils sont bruyants. Et ici, on peut maintenant avoir des modifications au niveau de la pression artérielle. Soit la pression baisse beaucoup, soit elle augmente beaucoup. La saturation en oxygène, quand on met l'oxymètre sur le doigt, on verra que la saturation en oxygène est un peu plus basse. Alors, et dans les cas d'asthme aigu très grave, ici, le patient n'arrive carrément plus à parler. Il n'y a plus de mots qui sortent. C'est un patient qui est omnibulé. Vous avez l'impression qu'il est en train de tomber dans le coma. Il est confus. Parfois, il peut regarder. Il fait des choses qui ne semblent pas normales. Mais c'est essentiellement parce qu'à ce moment, le niveau d'oxygène cérébral est tellement abaissé que le cerveau commence à souffrir, d'où ces signes neurologiques. Et donc, c'est quelqu'un que lorsqu'on observe en médecine, on dit souvent, il est en pause respiratoire. Mais le commun dira, il a arrêté de respirer. Donc, vous avez l'impression à un moment que cette personne ne respire plus et après, la respiration peut reprendre. Maintenant, le mouvement du thorax et de l'abdomen est saccadé. Ce n'est plus un mouvement classique. En général, quand nous respirons, nous ne voyons pas le thorax et l'abdomen bouger ensemble, mais dans ces circonstances, cela est visible. Et bien sûr, quand on dépose le stéthoscope chez ce patient, on n'entend plus rien au niveau des poumons, tellement les bronches se sont resserrées. Vous avez vu l'image tout à l'heure, la dernière image d'une crise. Là-bas, les bronches se resserrent tellement qu'il n'y a plus rien qui passe. Et donc, quand on essaye d'écouter le patient, on n'entend plus rien. Bien sûr, la pression artérielle est très basse. Généralement, le patient tombe dans un état de coma et la saturation en oxygène également est très basse. Ça, c'est chez les personnes de plus de 5 ans. Maintenant, quand ce sont les enfants de moins de 5 ans, en général, quand la crise est sévère, on n'aura pas vraiment des sibilants, on aura surtout le mouvement respiratoire qui va être diminué.
on aura une détresse respiratoire véritable. On verra l'enfant, la poitrine en train de battre, le ventre et se soulever en même temps. On verra les narines qui commencent à battre en général pour ce que nous appelons les battements des ailes du nez. Et lorsque on le regarde, on a l'impression que sa couleur, pour l'enfant qui est rosé, on a l'impression qu'il commence à être bleu ou noir, dépendant de l'appréciation des uns et des autres. Et il se meut très peu. Il bouge très peu. Pour l'enfant qui avait l'habitude de parler, on a véritablement une difficulté à s'exprimer. Et bien sûr, quand on évalue les autres paramètres, on trouve des anomalies. Et donc, les crises modérées chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est généralement ces sifflements qu'on peut également entendre avec parfois ou pas associés à de la toux. On a les mouvements respiratoires qui sont pas véritablement normaux avec une sollicitation des muscles respiratoires, la fréquence respiratoire qui peut être augmentée. Et généralement, la marche est difficile. C'est un enfant qui va faire 2 pas, il va s'arrêter pour respirer. Il peut chuchoter des mots, mais véritablement, son langage ne sera pas fluent. En général, les autres paramètres vitaux sont plutôt normaux. On a très peu de modifications. Et maintenant, dans les crises légères, c'est soit des sibilances, soit de la toux, ou les deux à la fois. Il n'y a vraiment pas de signe respiratoire quelconque ou d'anomalie physiologique. Mais ici, véritablement, le principe, c'est que c'est un enfant et il siffle. C'est un enfant et il tousse. Une toux qui ne s'arrête pas aussi banalement, une toux qui perdure, c'est vraiment quelque chose qui devrait attirer l'attention du parent ou de l'adulte qui est auprès de cet enfant. Et donc, ayant dit cela, nous pouvons nous rendre compte qu'avant tout autre diagnostic, véritablement, avant de dire, avant de faire toute imagerie, tout examen, parce qu'on a l'habitude que quand on va à l'hôpital, on va nous donner une série de bulletins d'examen et autres. Mais avec l'asthme, c'est quelque chose d'assez différent parce que c'est d'abord la présentation clinique qui importe. Les signes dont je vous ai parlé précédemment. Ce sont ces signes-là qui permettent d'abord au médecin de penser à un asthme, surtout quand la personne dit que ça survient seulement la nuit ou au petit matin. Nous savons que ce sont des moments, des périodes froides de ces heures-là. Donc du coup, quand on est là, on se dit ça peut être un asthme. Et bien sûr, il faut confirmer le diagnostic par d'autres tests qui peuvent être faits. Généralement, nous les faisons en dehors des crises. Donc, vous voyez que quelqu'un qui a un asthme aigu grave, on ne lui fera jamais un test pour le diagnostic. On va évoquer le diagnostic sur la base clinique. Et quand il est remis sur pied, alors on va procéder à la réalisation des autres tests pour confirmer véritablement la réversibilité des signes qu'il présentait. Et donc, quand quelqu'un fait une crise d'asthme auprès de nous, parce que c'est effectivement ça l'objet de cette présentation, c'est que il faut comprendre, ça peut ne pas être nous, mais ça peut être un frère ou un cousin. Et donc, quand quelqu'un fait une crise d'asthme à côté de nous, la première chose à éviter, vous avez vu dans les facteurs de risque tout à l'heure, le stress. Il faut éviter d'être stressé, donc il faut être calme. Il faut vraiment faire preuve de calme. Ça peut être difficile quand on a l'impression qu'on ne peut plus respirer ou qu'on va mourir bientôt, mais il faut au maximum aider la personne à rester calme. Et ensuite, il va se poser 2 cas de figure. Est-ce que le patient était déjà connu comme ayant un asthme au préalable? Si la personne était connue comme ayant un asthme au préalable, il va falloir chercher son inhalateur dans ses affaires et lui faire aspirer son médicament dans les quelques minutes qui suivent et la crise va s'arrêter. Mais si c'est un nouveau patient, en général, les crises ne durent pas très longtemps. Ça peut aller de 10 minutes, 20 minutes, voire 1 à 2 heures. C'est vrai, quand je dis 1 à 2 heures, vous dites, mais tu as dit pas longtemps. Oui, mais en général, c'est rare d'avoir des crises qui vont jusqu'à 1 à 2 heures. Généralement, ce sont des cas d'asthme graves où nous avons, c'est 1 à 2 heures. Mais la crise classique, c'est 10 minutes à 20 minutes et la personne récupère spontanément, même sans l'utilisation de médicaments. Mais ici, il va falloir que nous encourageons le patient à rester calme. Et donc, quand il est calme, nous l'encourageons également à respirer lentement, à s'asseoir, à être calme, respirer lentement. Et si, au-delà d'1 heure de temps, nous voyons que la crise ne passe pas, il est important, avant que la personne ne commence à être confuse et autres, que nous la conduisions dans une structure hospitalière environnante.
Et donc, ça, c'est pour le patient directement. Et donc, pour nous, l'entourage, véritablement, le premier réflexe, ouvrir, aérer l'espace où la personne se trouve. Si c'est une pièce fermée, faire sortir la personne dans un endroit où il y a plus d'air. Maintenant, il y a quelque chose que nous avons remarqué. En général, quand les gens font des crises, nous venons nous agglutiner autour d'elles. Non, ça c'est quelque chose à éviter au maximum parce que votre présence réduit la quantité d'air qui arrive à la personne. Donc, il faut au maximum dégager l'espace pour que la personne puisse respirer. Et donc, se rassurer que dans la zone où nous sommes, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de fumée, vraiment, que la personne n'est pas couchée sur un tapis. Parce que si la personne fait une allergie aux acariens, je vous assure, sur ce tapis-là, sa crise d'asthme va davantage augmenter. Donc, il est important de dégager tout ce qui pourrait ressembler à un facteur de risque autour de cette personne. Et bien sûr, le conduire, si vous pouvez, si vous savez utiliser son inhalateur, vous l'aider à prendre son médicament, sinon conduisez-le dans une structure hospitalière très proche. Et donc, ayant dit cela, nous pouvons voir qu'il y a une grosse composante allergique dans l'asthme et je vais le préciser juste pour chacun d'entre nous. Il est important de prévenir plutôt que de guérir parce qu'en général, les asthmes que nous rencontrons, ce sont des personnes pour lesquelles on aurait pu agir en amont sur les facteurs de risque. Et donc ici, c'est véritablement d'éviter les fumées. Vous pouvez vous dire, mais fumer comment? Tout à l'heure, on a parlé des boulangeries. Vous dites, mais est-ce qu'il y a la fumée à la boulangerie? Peut-être pas dans les boulangeries modernes, mais la poudre, comme le docteur Laura disait tout à l'heure, il y a ces poudres qui montent, qui remontent, qui sont aspirées. Mais au-delà des boulangers, il y a un phénomène actuel, le make-up, les esthéticiennes aujourd'hui, qui utilisent tellement de produits et jamais on ne leur verra mettre un masque facial. Donc, il est important de mettre ce masque parce que tous les formaldéhyde, tous les produits, les solvants contenus dans ces produits d'esthétique sont aspirés et à la longue, ils peuvent causer des troubles de type asthme. Et donc, nous parlons des couvertures propres et aérées, vraiment, rassurons-nous toujours. Si nous avons des personnes dans la maison, rassurons-nous toujours que nous faisons au maximum ce qu'il faut pour maintenir la literie dans un bon état. Il faut nettoyer la maison, enlever les poussières, les moisissures. Et véritablement, il y a des gens qui peuvent faire des mois sans ouvrir les fenêtres chez eux. Ça, c'est pas une bonne façon de vivre. Il faut au maximum aérer les espaces dans lesquels nous vivons et bien sûr, il faut poursuivre son traitement. Une tendance avec le patient qui a de l'asthme, c'est que quand les crises sont passées, on se sent bien, à nous la belle vie et on jette tous les médicaments et à la prochaine crise, on se souvient que on m'avait prescrit un truc une fois et on se met à chercher. Non, tant que le médecin ne vous a pas dit arrêtez vos médicaments, ne les arrêtez surtout pas. Alors, quelqu'un peut se dire, mais oui, vous parlez de l'asthme, mais à quel moment est-ce que moi je dois aller voir le médecin? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est à chaque fois? On ne va pas dire tous les jours, à chaque fois, mais dans plusieurs tableaux. Vous savez, tout à l'heure, on a dit la crise d'asthme peut durer 10 à 20 minutes en général. Et donc, quelqu'un, après une crise d'asthme, peut se dire, non, c'était rien. Mais nous vous encourageons. Une fois que vous avez eu la même crise ou un symptôme semblable 2 ou 3 fois, d'aller voir un médecin. Allez voir le médecin pour que lui, il puisse faire un diagnostic. Parce que sans diagnostic, nous ne sommes pas sûrs que les prochaines crises vont durer 10 ou 20 minutes seulement. Donc, il est toujours préférable, quand vous avez déjà eu le même symptôme 2 à 3 fois, de rencontrer un professionnel de la santé. Ça peut être un médecin généraliste, un médecin interniste ou un médecin pneumologue. À vous de décider celui que vous voulez. Et donc, lorsque les crises deviennent également un peu plus fréquentes, parce qu'il y a des patients qui à un moment voient leur traitement être dépassé et donc ils ont besoin qu'on rajoute une autre ligne thérapeutique. Dans ces cas, il peut leur arriver avant ce rajout qu'ils fassent des crises assez fréquentes ou alors peut-être qu'il y a un nouvel allergène dans leur environnement et donc les crises vont augmenter. Il est important de rencontrer un personnel médical qualifié pour qu'il puisse évaluer et bien sûr arrêter corriger la survenue de ces crises. Et bien sûr,
En général, quand nous allons chez le médecin, il y a un rendez-vous qui nous est donné. Mais bon, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes conscients que nous y allons très peu à la date fixée par le médecin. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous avez un rendez-vous chez le médecin avec une date précise, faites l'effort de vous y rendre parce qu'en général, nous vous donnons des rendez-vous parce que nous sommes en train d'évaluer un certain nombre de choses dans vos traitements. Et donc, quand vous venez au rendez-vous, ça nous permet de réévaluer et de réajuster bien sûr votre traitement et véritablement d'éloigner de vous la possibilité d'avoir des complications parce que oui, ça peut sembler banal l'asthme, mais on peut arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les cas d'asthme aigu grave, à des décès qui auraient pu véritablement être évités. Et donc, en thème de conclusion pour cette première partie, parce que la deuxième partie se constituera à la réponse aux questions, l'asthme, c'est véritablement une maladie non contagieuse. Et bien sûr, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est vraiment pas une malédiction. Tout le monde peut en être atteint, même si on retrouve l'asthme beaucoup plus chez les enfants. Oui, nous avons l'asthme beaucoup plus chez les enfants, mais même les adultes et les adolescents, même les personnes du 3e âge peuvent développer un asthme. Donc, ne soyez pas surpris qu'on fasse un diagnostic d'asthme tant que c'est un médecin qualifié. Je n'ai pas dit personnel paramédical, nous les aimons beaucoup, ils nous aident beaucoup. Mais le diagnostic de l'asthme, c'est véritablement un médecin qui doit pouvoir le poser. Et donc, lorsque nous avons de l'asthme, nous pouvons vivre normalement tant que nous avons un diagnostic confirmé, un traitement mis en place, une éducation véritable par rapport à ce traitement et comment vivre au quotidien avec son asthme. Bien sûr, nous vivons comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Et bien sûr, la prévention des crises reste très importante, surtout éloigner de nous tous les potentiels allergènes. Ça aide véritablement à garder un contrôle sur l'asthme, à éviter la récurrence des crises. Et bien sûr, nous savons que beaucoup de personnes disent que l'asthme ne se guérit pas. Mais nous avons une conviction qui est tout à fait, qui peut sembler d'un point de vue scientifique, pas très normal, mais nous savons une chose, il y a quelqu'un qui guérit. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 17, au verset 14, je pense, excusez-moi, voilà. Jérémie 17 au verset 14, « Guéris-moi Seigneur et je serai guéri ». Alors, si vous croyez que vous avez été édifié par ce qui a été dit, tout n'est pas perdu parce que le Seigneur peut encore vous guérir. Eh oui, merci Dr Larissa. Effectivement, Jésus guérit encore. Amen. Et ici même à Impact Centre Chrétien, à un culte, je me rappelle bien, durant un culte, il y a peut-être 1 ou 2 mois, le pasteur Paul Bonda, qui est le docteur, qui est également docteur et qui est responsable des églises Impact Centre Chrétien du Cameroun, avait initié un temps de prière durant le culte. Et durant ce temps de prière, il y a un jeune garçon qui était venu avec des douleurs thoraciques. Et durant la semaine, le diagnostic d'asthme avait été posé. Il était venu ce dimanche-là avec une douleur thoracique. Et durant le temps de prière, la douleur thoracique s'est totalement estompée. Et il a véritablement témoigné qu'il avait du mal à respirer. Et après la prière, il se sentait totalement bien. Pour dire, Jésus guérit encore. Et ça peut être également ton cas, toi qui nous suis ce soir. Amen. Alors, nous allons continuer ce talk avec notre invité, le chantre Merlin Camno, qui présente également cette pathologie, qui présente ces maladies. Alors, Merlin, comment s'est manifesté l'asthme avant qu'on ne pose le diagnostic? Quels sont les symptômes qui étaient récurrents chez toi? Ok, merci de me poser cette question. Bonsoir maman Laura, bonsoir docteur Ria, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, comment se manifestaient, quels sont les symptômes auxquels j'étais exposé avant de découvrir concrètement que c'était de l'asthme? Je peux déjà dire une forte sensibilité à tout ce qui est courant d'air, au froid,
tout ce qui est poussière, tout ce qui est poussière, tout ce qui est forte odeur. Généralement, lorsque je suis où j'étais exposé à ces différents facteurs, j'éternuais beaucoup. J'avais le nez qui coulait instantanément. Voilà. Et j'étais permanemment, constamment grippé. J'étais toujours en train de prendre des médicaments contre la grippe, les cancers, voilà. Et un jour, tu t'es décidé à aller consulter. Ou Oui. alors tu as fait une crise un peu plus grave que ces différents symptômes que tu présentais. Oui, jusqu'ici, les symptômes nous faisaient toujours penser que c'était juste Une grippe comment en dire, passant. une sensibilité, voilà, naturelle. Mais c'est quand j'ai commencé effectivement à faire des crises pendant lesquelles, quoi que je prenais les traitements contre la grippe, j'avais toujours des obstructions respiratoires qui ne s'estompaient pas quand bien même la grippe passait. Je crois que c'est quand j'ai commencé vraiment à avoir des crises fréquentes avec vraiment de fortes difficultés respiratoires qu'il a fallu aller à l'hôpital parce que ça devenait compliqué. Exactement. Ce que le docteur Larissa disait tout à l'heure, à force de faire des petites crises de 10 à 20 minutes et qu'elles ne sont pas suivies, on ne va pas consulter. Par la suite, on fait des crises qui sont encore plus graves, qui mettent encore plus de temps. Donc, c'est pourquoi nous voulons vous inviter, lorsque vous avez des symptômes qui sont récurrents, de vous rendre rapidement dans une structure hospitalière où vous serez pris en charge. Alors, nous sommes encore avec toi, Merlin. Oui, maman. Nous sommes encore avec toi. Alors, lorsque tu as consulté pour la première fois, c'était devant une crise ou bien tu as attendu que la crise passe avant d'aller consulter? Bon, je me souviens, c'était pendant une crise. C'était pendant une crise. J'avais de très grosses difficultés respiratoires et c'est justement cette crise-là qui m'avait forcé, s'il faut dire ça ainsi, à aller à l'hôpital. Oui. Et cette crise était durant la nuit ou bien De façon, ça devenait un peu plus, ça s'étendait sur le long terme, c'est-à-dire aussi bien de jour que de nuit. Mais je peux dire que c'était beaucoup plus intense la nuit, en journée. Parce que bon, forcément, en journée, j'étais à l'extérieur, je cherchais comment, avoir une meilleure ventilation. Par contre, dans la chambre, qui est fermée et Exactement. pas assez ventilée, comme docteur Larissa disait, pas assez ventilée. Quand j'étais couché, c'était très, très pire moment. Voilà. Donc, Je faisais, des fois, je dormais même pratiquement à demi assis, c'est-à-dire les jambes tendues, mais le buste, thorax, parce que je cherchais à avoir une meilleure respiration. En quelque sorte, tu appréhendais les soirées, quoi. C'est-à-dire que Oui, ce soir, tu te posais déjà des questions. Oui. Okay. Ah, bon, d'accord. Alors, nous allons revenir avec le docteur Larissa. Nous avons une question. Tout à l'heure, tu as parlé des symptômes chez les enfants. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait alerter une maman qui voit son enfant tousser et qui se dit non, ça va passer? Alors, le diagnostic de l'asthme chez l'enfant, généralement, c'est après 3 crises. Donc, une maman qui a un enfant qui a des éternuements, des rhinites, et en général, quand elle va à l'hôpital, on va dire, bon, il a une bronchiolite, il a une bronchite. La maman devrait déjà commencer à s'inquiéter de ce que ça ne se répète pas, parce que c'est la répétition chez l'enfant surtout qui est le véritable problème. 3 crises, c'est un équivalent d'asthme pour le médecin. Il commence à traiter le patient comme si c'était un asthme, quitte à ce qu'après on ait la preuve que ce n'était pas du tout un asthme, mais il est traité à la base après les 3 crises récurrentes. Oui, il sera traité comme un asthme. Et maintenant, pour les mamans, ce que j'aime souvent à dire, c'est que quand ton enfant commence à éternuer chez toi, n'attends pas qu'il commence à tousser. Quand il commence à éternuer, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des voies respiratoires et c'est ton rôle dès cet instant-là de commencer à mettre les mesures en place. Ces mesures que nous connaissons, le lavage du nez, par exemple, qui est quelque chose qu'on enseigne aux mamans, mais elles ont souvent peur parce qu'elles se disent que l'enfant va étouffer et autres, mais c'est vraiment de pouvoir commencer cette mesure-là. Maintenant, si l'enfant se met à tousser, s'il vous plaît, n'allons pas en pharmacie acheter un antitussif. J'ai envie de le dire ici parce que les mamans qui m'ont côtoyé savent que les antitussifs ne font pas partie des médicaments que je peux prescrire. Parce qu'on n'arrête pas la toux. La toux, c'est un signe qu'il y a un problème au niveau des voies respiratoires. Donc, donner un antitussif sans régler le problème ne permet pas
à la personne d'aller mieux. Et plus encore, les enfants n'ont pas la capacité de cracher. Donc, quand vous, la mère, vous inhibez par l'antitussif, le seul mécanisme qui lui permet de faire sortir les sécrétions qu'il a dans ses bronches, vous allez noyer votre enfant. Il va être noyé parce que toutes les sécrétions qui sont produites à cause de la présence soit du virus ou de la poussière ou de tout ce qui peut être à l'origine de cette toux, ces sécrétions vont rester dans les poumons et peuvent étouffer l'enfant. Donc, on n'annule pas la toux, on n'annule pas l'éternuement, mais on essaye d'observer pour voir en termes d'habitude. Est-ce que ce sont les parfums qu'on utilise à la maison? Est-ce que l'enfant était sur le tapis avant que ça ne commence? Est-ce qu'on était dans la cuisine avec l'enfant? Et là, il faut commencer à éloigner. Et bien sûr, est-ce qu'il y a un aliment que l'enfant a consommé? Parce que très souvent, les parents passent à côté de l'atopie. L'atopie qui est souvent révélée par des signes respiratoires qui surviennent après la consommation d'un aliment. Bon, c'est vrai que la plupart des gens savent que les crevettes causent cela, mais il y a des personnes qui sont allergiques aux choses les plus insignifiantes pour nous. Donc, c'est toujours mieux pour une maman d'observer. Exactement. Alors, nous avons une question. Bon, c'est vrai qu'on a répondu pratiquement, mais je vais quand même te la poser parce que la personne souhaite vraiment avoir plus d'informations là-dessus. Quelle est la différence entre l'asthme et une dyspnée? Déjà, c'est un diagnostic et l'autre, c'est un symptôme. Mais bon, quelle est la différence? Alors, il existe une différence, comme tu l'as déjà dit au préalable. L'asthme, c'est déjà un diagnostic. La dyspnée reste un symptôme. Alors, la dyspnée, c'est une gêne respiratoire. C'est une gêne respiratoire qui peut être causée par un problème cardiaque, qui peut être causée par un problème pulmonaire, qui peut même être causée par un problème métabolique généralement, comme l'anémie, qui peut entraîner des dyspnées. Donc, c'est juste un symptôme qui marque qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans notre corps. Maintenant, c'est un symptôme qui est aussi subjectif, parce que c'est le patient qui te dit « j'ai une dyspnée ». Et selon l'étiologie, le médecin peut observer effectivement qu'il y a cette difficulté. C'est pourquoi en pneumologie ou en cardiologie, nous avons différentes échelles que nous stadifions généralement par rapport à l'activité quotidienne, à l'activité de la personne. Est-ce que la personne arrive à faire ce qu'elle avait l'habitude de faire ou pas? Et c'est en fonction de cela que nous pouvons valider le fait que la personne a une dyspnée. Maintenant, l'asthme, comme nous avons dit, vraiment, je n'arrive pas à respirer, mais quand on me donne mon bronchodilatateur, je commence à respirer normalement. Là, on est convaincu que c'est un asthme parce que le médicament a eu un effet, peut-être pas total, mais partiel, et c'est là où le patient se sent mieux. Oui. Alors, une deuxième question. Le stress ou la dépression peuvent-ils provoquer l'asthme? Alors, la dépression, on en parle parfois, mais on pense que ça s'associe parce que le patient dépressif n'est vraiment plus au contrôle de son état. Il est émotionnellement down, parfois parce qu'il y a un trop plein de stress. Mais comme nous l'avons vu, le stress, c'est un facteur de risque. Le stress, c'est un gros facteur de risque pour initier une crise d'asthme et pour aggraver une crise d'asthme. Parce que quand on est en train de faire sa crise, si on est tellement stressé ou bien si on laisse le stress nous dominer, bien sûr, la crise va s'aggraver. Ok, merci. Merlin, Oui. est-ce que tes périodes de stress, tu as l'impression souvent que tes crises d'asthme surviennent durant une période de stress? Non, non, pas du tout. J'ai jamais été dans une période de stress et fait une crise d'asthme. Non. Chez toi, c'est vraiment que les allergènes. Oui, uniquement les allergies. Notamment la poussière. Oui, la poussière, oui. Exact. Ok. Alors, nous avons une autre question, Dr. Larissa. Une personne colérique, est-elle exposée au risque d'asthme, de faire l'asthme? Alors, je vais dire que c'est vrai que la colère pourrait être un facteur de stress, mais nous avons vu tout à l'heure qu'il existe une susceptibilité génétique dans la survenue de l'asthme. Donc, en fait, l'asthme trouve généralement un terrain génétique qui, déjà, à la base, est un facteur. Et c'est l'occasion pour moi de dire qu'environ
dans 10% des cas, quelqu'un qui est né de parents non asthmatiques, donc vos parents n'avaient pas d'asthme, dans 10% de cas, vous avez la possibilité de développer un asthme. Et donc, est-ce que la colère en elle-même va causer l'asthme directement? Non, mais c'est le mécanisme physiologique qui va entraîner un stress oxydatif dans l'organisme qui sera à l'origine de l'asthme, mais il faudrait déjà qu'il y ait une prédisposition, parce que si ce n'est que la colère seule, on ne va pas dire oui, je vais faire l'asthme, la personne va à tout prix faire de l'asthme, mais il faudrait qu'il y ait une susceptibilité. Et donc, on ne va pas mettre ça sur le compte de la colère, mais du stress causé par la colère. Voilà. Exactement. Donc, nous avons dit durant la présentation que pour qu'une personne développe l'asthme, c'est multifactoriel en fait. Il y a une susceptibilité génétique, il y a des facteurs environnementaux qu'il faut tenir compte. Il faut tenir en compte. Alors, nous allons continuer. Est-ce que c'est risqué de marcher sans son inhalateur? Car j'ai l'impression que ça me conditionne à l'utiliser quand j'ai de la peine à respirer et parfois ça peut être une sinusite. Est-ce que c'est risqué de marcher avec son inhalateur? Non. Conditionné, oui peut-être, mais c'est important de marcher avec son inhalateur parce que on ne sait pas comment je vais dire, on ne sait pas à quel moment tu pourras être en contact avec ton facteur déclenchant en fait. Ça peut être ton facteur allergénique, ça peut être une substance à laquelle tu peux rentrer en contact et qui déclenche la crise. Donc, il est important lorsque le diagnostic a été posé de marcher avec son inhalateur, son bronchodilatateur. Alors, j'ai l'impression que ça me conditionne à l'utiliser quand j'ai de la peine à respirer et parfois ça peut... Non. Ça me conditionne lorsque j'ai de la peine à l'utiliser. Justement, c'est fait pour ça. Lorsque tu commences à sentir des difficultés à respirer parce que tu étais en contact avec l'allergène ou le facteur de risque, puis tu dois utiliser ton bronchodilatateur. Donc, il faut marcher avec. En ce qui concerne la sinusite, je ne suis pas forcément sûre que c'est la sinusite, parce que la sinusite, c'est un autre diagnostic encore. Alors, bon, je me tourne vers toi, Dr. Larissa. La pratique d'un sport tel que la natation très tôt par un enfant diagnostiqué ou encore un enfant prédisposé à pouvoir faire l'asthme peut-elle aider à résoudre le problème? Alors, certaines personnes ont dit oui, mais dans l'évolution, nous avons compris que l'exercice physique est un facteur déclencheur de l'asthme. Et donc, la natation qui nécessite tous les muscles de l'organisme va entraîner des crises d'asthme. Il y a la température de l'eau, il y a les produits qui sont utilisés dans l'eau, qui sont des facteurs de risque pour développer un asthme. Donc, très tôt pour un enfant, ça veut dire que c'est un enfant qui a un terrain atopique. Maintenant, est-ce que les produits qui sont utilisés ne vont pas entraîner ces crises d'asthme? Donc, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire pour cet enfant qui a une prédisposition déjà. OK. Alors, nous nous tournons vers Merlin, à présent. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui présente l'asthme? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui présente l'asthme? Comment accepter la maladie? Comment accepter la maladie? Déjà, ce n'est pas un drame. Voilà, il ne faut pas déjà dramatiser. C'est pas, voilà. C'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction, bien évidemment. Exactement. Que non. C'est pas une malédiction. Je crois qu'il faudrait plutôt que chercher à comprendre la maladie, ses causes, ses manifestations, et faire un rapport avec sa propre personne. C'est-à-dire, chez moi, par exemple, je sais identifier quelles sont les causes, en fait, les conditions dans lesquelles, si je me mets, je sais que je vais déclencher, je vais commencer à faire une crise d'asthme. Ça, c'est important d'identifier afin de pouvoir prendre des mesures préventives par rapport à cela. Pour revenir sur la question que la soeur a posée, moi j'ai mon inhalateur sur moi. J'ai toujours avec mon inhalateur. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque je parviens à identifier que je suis en train de faire un étouffement, par exemple, que j'ai une obstruction respiratoire, ça peut être dans le taxi, ça peut arriver en pleine journée lorsqu'il fait très chaud. Nous sommes dans le taxi. Une difficulté à respirer. Obstruction respiratoire. Voilà, merci pour la correction.
une difficulté à respirer. Je prends l'inhalateur. Voilà, ça me permet de dégager les voies respiratoires. Voilà. Et il faut connaître la maladie, connaître les situations dans lesquelles, si on se place, on déclenche une crise. Voilà. Et prendre son traitement, bien évidemment, c'est très important. Merci. Merci. Ça, franchement, c'est très important de prendre son traitement, d'y adhérer Ouais. et de ne pas, à un moment où l'on sent qu'on n'a plus de symptômes, le mettre de côté en se disant qu'on est totalement guéri parce que l'asthme, en fait, il y a plusieurs phases. On peut développer les crises dans la petite enfance et après on passe une adolescence sans crise et par la suite, à force de ne pas prendre le traitement, on peut développer encore des critères, un asthme encore plus grave par la suite. Donc vraiment, prenons le traitement lorsque cette maladie a été diagnostiquée. Alors, une question. Est-ce que pour quelqu'un qui a eu une pleurésie et qui a été traité et par la suite est hypersensible aux allergènes du genre fortes aux odeurs et autres, peut être prédisposé à faire des crises d'asthme? Moi, particulièrement, c'est mon cas depuis la pleurésie que j'ai faite et je suis devenue hypersensible aux odeurs. Est-ce que c'est la pleurésie qui est à l'origine? Je ne pense pas. Mais bon, tu peux dire quelque chose? Oui, en fait, ce n'est pas la pleurésie qui est à l'origine. Déjà, il faut savoir quelle était la cause de cette pleurésie, parce que c'est ça qui est la première chose à voir, c'était quoi l'origine de cette pleurésie. Mais il faut dire que certainement que vous aviez déjà un tableau d'hypersensibilité qui était méconnu. Et donc, avec les traitements, si c'était par exemple une pleurésie tuberculeuse, je vais dire ça comme ça, vous avez pris des traitements d'une certaine efficacité, pour ne pas dire des traitements lourds, c'est quand même un traitement lourd, le traitement de la tuberculose. Vous l'avez pris et il y a eu des modifications au sein de votre organisme ou des sensibilisations dues à la prise de certains médicaments. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des signes d'hypersensibilité aux odeurs sans que ce ne soit la pleurésie en elle-même, parce que la pleurésie est en dehors du poumon, mais l'asthme touche l'intérieur du poumon, donc les voies respiratoires. C'est comme on va dire, nous avons un téléphone qui a une coque, la pleurésie s'intéresse à la coque et l'asthme s'intéresse à l'intérieur, le système qui est installé dans le téléphone. Donc c'est vraiment deux entités différentes qui ne sont pas toujours liées, mais qui peuvent avoir une relation de cause à effet. Ok. Alors, nous avons une autre question. Je voudrais savoir si, hormis les symptômes suscités, il existe des symptômes rares. Je m'explique. J'avais une maman asthmatique et moi, en grandissant, j'ai fait la maladie. J'avais les petits boutons sur tout mon ventre et le médecin traitant m'a dit que c'est une forme d'asthme. J'ai fait des recherches, mais je n'arrive pas à comprendre le rapport entre les petits boutons sur le ventre et l'asthme. Si ça peut te rassurer, nous non plus. Il n'y a pas de rapport entre les boutons qui sortent sur le ventre et l'asthme. Nous avons évoqué les différentes... Mais que sur le ventre? En fait, je pense que ça dépend si c'est un médecin qui a fait le diagnostic, ça dépend du médecin qui a fait le diagnostic et probablement, elle peut faire un eczéma. Les boutons là peuvent être en rapport avec un eczéma qui est un signe d'atopie. Donc certainement, elle a pu être en contact avec un produit en particulier qui aurait causé ces boutons. Et donc avec les problèmes respiratoires, le médecin a fait la concordance entre l'eczéma et les difficultés respiratoires qu'elle présente et va lui dire que c'est un asthme. Donc ce n'est pas forcément que c'est la respiration qui a causé, mais c'est que c'est un terrain atopique sur lequel véritablement le médecin est tombé, a posé le diagnostic. Bon. Effectivement, vu sur cet angle, on peut penser peut-être que c'est un terrain atopique, mais si c'est bouton tel que la patiente le dit bouton, c'est peu probable. Mais si c'est sur ce terrain-là, oui, c'est possible, effectivement. Alors, non, nous avons déjà répondu à cette question. Est-ce que la sinusite et l'asthme sont liés? Nous avons déjà répondu. Non, je crois que je pense pas. Je crois que j'avais juste déjà répondu. Et puis...
Alors, Dr Laura et Dr Larissa, ainsi que votre invité, lorsqu'on rencontre un patient qui fait une crise d'asthme, y a-t-il un nombre limite d'inhalations à lui donner ou on doit le faire autant que possible? Alors, est-ce qu'il y a un nombre limite à donner d'inhalation des bronchodilatateurs? Généralement, c'est 2 bouffées et après, il faut le conduire rapidement dans une structure hospitalière. Si le patient ne se porte pas mieux. Je peux dire quelque chose? Oui, je veux dire c'est 2 bouffées qu'on peut répéter après 30 minutes si la personne n'a pas récupéré et cela maximum pendant 2 heures. Si après 2 heures de temps qu'on ait donné 2 bouffées à chaque fois, la personne n'a pas récupéré, il faut courir. Il ne faut même plus aller seulement, il faut courir pour l'hôpital. Ah ben là, il fera encore du sport qui augmentera encore sa crise d'asthme. Bonjour les dégâts encore. Bref, c'était juste une façon de parler. Je crois que c'était juste pour montrer l'urgence de la chose en fait. Je pense que c'était ça en fait. Alors, que Dieu te guérisse. Il y a un frère qui dit dans le chat, le Jérémie, je retrouve son mot. Patrice, pardon. Patrice qui dit que Dieu te bénisse totalement de cet asthme. Merlin, tu n'auras plus besoin de cet inhalateur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon frère Patrice. Dieu reste souverain, il guérit, il agit comme il veut, quand il veut. Amen. Alors, nous savons qu'il agira dans la vie du frère Merlin Amen. lorsque son moment sera venu, en fait. Alors. Maman Laura, il y a une question que je vois. Quelqu'un qui souffre de sinusite est-il prédisposé à avoir de l'asthme? Quelqu'un qui souffre, je n'ai pas vu la question. De sinusite est-il prédisposé à avoir de l'asthme? Ok, d'accord. Alors, je dirais simplement, la sinusite, c'est généralement de l'atopie. Donc, si on a de l'atopie, dans l'un ou l'autre des cas, il n'est pas exclu que l'asthme puisse survenir, mais ça ne veut pas dire que l'un implique automatiquement l'autre. On peut avoir de l'asthme sans avoir de sinusite, comme on peut avoir de la sinusite sans avoir de l'asthme. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rhinite aussi, ça fait partie des personnes atteintes de rhinite présentent 80% des personnes atteintes de rhinite feront l'asthme plus tard. Oui, mais toutes les personnes asthmatiques ne font pas forcément des rhinites. Oui. Et dans les rhinites, il y a des symptômes et les symptômes sont abrégés sous un acronyme pareil. Nous avons le prurite, l'anosmie, la difficulté à pouvoir ressentir les odeurs, l'éternuement, l'obstruction nasale. Et je pense que c'était les 5, je crois bien. Le prurite, l'anosmie, le larmoiement, exactement, le larmoiement, l'éternuement et l'obstruction nasale. Donc, si vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un personnel de santé pour qu'il vous suive déjà et voir si vous évoluez vers l'asthme ou non. Ce n'est pas toujours obligatoire. Alors, nous continuons avec les questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment faire lorsqu'on a l'impression que notre inhalateur n'a plus d'effet. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que le traitement n'est peut-être plus efficace, donc il faut revoir son médecin pour une réévaluation complète. Exactement. Et même en dehors de ça, docteur Larissa, l'inhalateur, ce n'est pas à vie en fait. Donc, il a également une durée, c'est-à-dire qu'à force de l'utiliser, vous utilisez des doses. Vous imprégnez cette dose et cette dose aussi s'expire, cette dose se termine en fait. Donc, ce n'est pas parce que vous secouez votre étui et vous entendez votre contenant et que vous entendez comment il y a du bruit que le produit est encore à l'intérieur. Donc, à un certain moment, le produit est également fini. Donc, si vous l'utilisez et que vous sentez qu'il n'y a plus d'effet, peut-être que le produit également est fini, qu'il va falloir vous ravitailler de nouveau, il va falloir l'acheter de nouveau. Ou alors, comme le docteur Larissa l'a dit, il n'est plus efficace sur votre crise ou sur votre asthme. Alors, Allez. toi, en dehors d'utiliser la ventoline en cas de besoin, tu as également un traitement de fond. Oui. On t'apprécie quand même un traitement de fond Oui. que tu es supposé utiliser tous les jours. En fait, bon, là, je vais faire une confession. C'est vrai qu'il m'avait été prescrit un traitement que je devais normalement prendre de façon continue.
Et bon, justement, l'erreur à ne pas commettre, ne faites pas, surtout parce que moi j'ai fait, c'est de penser qu'à un moment donné, lorsqu'on se sent déjà bien, lorsqu'on ne fait plus de répétition, de crise, qu'il faut stopper le traitement. Et c'est l'erreur que j'ai commis d'arrêter le traitement principal qui m'avait été prescrit, quoique utilisant toujours utilisant la ventoline. Ok. Ne faites surtout pas ça. Alors, comment gérer un enfant IMC qui fait une crise d'asthme, surtout si la ventoline est en sirop et il fait une crise devant nous? Oui. Alors, je ne sais pas d'où vient la ventoline en sirop. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Je sais que chez les enfants, on fait une chambre à air. Il y a Voilà. des chambres à air qui sont vendues en Donc, pharmacie. Donc, ventoline en sirop. c'est très peu efficace. La ventoline en sirop est très peu efficace parce que ça va dans le tube digestif. Or, lorsque nous avons de l'asthme, ce sont les voies aériennes, donc pulmonaires, qui sont en détresse. Et donc, il est important de donner quelque chose comme la ventoline en spray que nous avons vu, donc un aérosol. Et donc, devant un patient qui présente une infirmité motrice cérébrale, la chose qui est la mieux adaptée, c'est d'avoir une chambre d'inhalation. Bon, classiquement, les parents n'arrivent pas toujours à en acheter parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Mais nous avons des chambres d'inhalation traditionnelles que nous fabriquons. Bon, malheureusement, j'aurais pu apporter, malheureusement, je n'ai pas pu l'apporter ici pour présenter. Voilà. Dans les structures hospitalières, on trouve des chambres d'inhalation classiques, mais avec des bouteilles d'eau vides. Nous pouvons en fabriquer des chambres d'inhalation pour permettre aux parents d'administrer le traitement aux parents. Ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle pour qu'on n'ait pas à dire que le patient ne peut pas prendre d'aérosol. Mais avec la bouteille, la fabrication traditionnelle, la chambre d'inhalation traditionnelle, l'enfant arrive à aspirer. C'est pas, il ne va pas aspirer consciemment, mais dans ses cris, parce qu'il va crier. Quand vous allez déposer ça sur son visage, il va crier. Et dans ses cris, justement, le produit va descendre dans les voies respiratoires et on aura une amélioration de la crise. Super. Donc, chère maman, il est préférable de vous fournir, de vous rapprocher encore de votre médecin traitant afin qu'il vous prescrive une ventoline plutôt en spray. Nous continuons avec les questions. Alors, nous revenons sur Merlin. Oui. Alors, comment tu vis ta maladie au quotidien? C'est-à-dire, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu le prends comme un fardeau? Ou Ok, merci pour la question. Non, pas comme un fardeau, non. Comme toute autre maladie, comme toute autre difficulté par laquelle on peut passer. Je sais qu'elle est là pour un temps, et parce que Jésus guérit. Amen. Je sais que je serai guéri, Amen. mais en attendant la pleine manifestation de cette guérison, je suis conscient de la présence de la maladie dans mon corps. Et voilà, je prends des précautions, comme j'ai dit précédemment, je prends des précautions voilà, pour éviter de faire des crises au maximum. Je prends des précautions. Parce que c'est ça que je disais qu'il est important de connaître les symptômes auxquels on est généralement exposé. Et voilà, autant que faire se peut de les limiter. C'est pas toujours évident. Des fois, c'est voilà, le cas de travail dans lequel on est aussi souvent nous prédispose. Voilà. Mais autant que faire se peut, on évite. Et voilà, à part ça, voilà, ça ne m'empêche je fais tout ce que j'ai à faire normalement, comme toute autre personne. Sans aucune contrainte, en fait. Effectivement. Lorsque le malade est bien suivi, lorsque le malade prend ses médicaments, il y a une réduction de la crise et le malade peut vaquer à ses occupations autant que possible. C'est lorsque nous ne prenons pas de médicaments, lorsque nous ne consultons pas, que la vie quotidienne peut être difficile à le vivre, en fait. Alors, nous allons continuer. À quelle fréquence les symptômes commencent à être alarmants?
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, une fois en général, quand on a un premier épisode de symptômes, on n'est pas toujours certain que ça peut être de l'asthme, ça peut être juste quelque chose de passager. 2 fois, on peut se dire, bon, peut-être que pas, peut-être, parfois on ne s'en rend pas compte. 3 fois, il faut qu'on commence à s'inquiéter. À 3 fois, si on a les mêmes symptômes qui surviennent de la même manière, dans les mêmes circonstances, en général, il faut commencer à se dire qu'on est probablement devant un asthme et à ce moment, se rendre dans une structure hospitalière pour pouvoir partager avec un médecin qui saura faire la distinction entre l'asthme et peut-être une autre pathologie, parce que pour éviter d'être trop académique, nous n'avons pas voulu vous donner la liste des pathologies parce que ça allait demander encore beaucoup de temps, mais il y a d'autres maladies qui peuvent avoir des symptômes similaires mais qui ne sont pas l'asthme à tout prix. Oui, et en tant que neurologue, je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus parce que les difficultés respiratoires, c'est pas que pneumo, c'est pas que cardio. Effectivement, il y en a encore qui sont des pathologies neurologiques, notamment une épilepsie. Donc, il y a des patients qui peuvent présenter une oppression thoracique et ils vont voir le pneumo et le pneumo fait les examens, il ne retrouve rien et le patient le fait à répétition. Moi, j'ai déjà eu plusieurs cas à l'hôpital comme ça, plus des enfants qui viennent, des jeunes filles qui viennent avec des oppressions thoraciques, des difficultés à respirer. En fait, ce sont des crises, ça peut être des crises épileptiques ces crises, on les retrouve généralement dans les épilepsies temporales, en fait. Donc, il faut faire vraiment la différence. C'est pourquoi on vous demande, en fait, de consulter lorsque vous avez une difficulté à respirer. Tout n'est pas toujours asthme. Ça peut être cardiaque, ça peut être également neurologique. Alors, comment aider une personne qui n'a pas sa ventoline? Est-ce possible? Est-ce possible de faire du bouche à bouche à la personne? C'est pas la noyade. Alors, surtout pas. Waouh. Surtout pas le bouche à bouche. Ça, c'est se mettre en danger, là. Mais bon. En fait, surtout pas le bouche à bouche, c'est vrai. On dit dans le premier secours, il faut respirer, évaluer la respiration, la circulation et tout. Et donc, quand la personne ne respire pas, il faut faire du bouche à bouche. Mais dans le cas de l'asthme, c'est complètement proscrit, totalement proscrit. Parce que vous allez aggraver la situation du patient. Il faut bien. J'aimerais que si vous oubliez quelque chose ce soir, c'est que si vous oubliez tout, vous n'oubliez pas une chose. Le problème de l'asthme, c'est la difficulté à faire sortir l'air des poumons. Donc, ça veut dire celui-là, il a des difficultés à faire sortir de l'air de ses poumons. Tu en rajoutes encore. Donc, un ballon que tu es en train de gonfler, qui est déjà distendu. qui est déjà distendu. Bah. Tu rajoutes. Bon, les footballeurs, les handballeurs, les basketteurs savent quand tu remplis le ballon au-delà de sa capacité, il est intenable. Il est intenable. Donc, véritablement, évitons le bouche à bouche. Merci. Donc, la sœur Marcel. Donc, Marcel, vraiment, ce n'est pas du tout à faire le bouche à bouche. Tu veux aider une patiente qui présente un symptôme respiratoire, conduis-le à l'hôpital. Conduis-le dans une structure hospitalière. C'est la décision la plus sage. Oui, maman Laura, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, du moins, qu'est-ce que je faisais? Je crois qu'une des façons également d'aider la personne, comme le docteur Larissa a dit précédemment, c'est on peut également aider la personne en créant une ventilation. Il faut ventiler la personne. Il faut qu'elle soit dans un endroit assez ventilé. Parce que des fois, chez moi, lorsque je peux dans un endroit, quand je sens que j'ai une difficulté à respirer, je sors de cet endroit pour me mettre dans un endroit où il y a assez d'air. Donc, je crois que ce serait déjà une façon d'aider la personne, mettre la personne dans une bonne condition de ventilation et voilà, pourquoi pas par la suite la conduire à l'hôpital en cas de besoin. Merci. Justement, nous avons une question qui te concerne en tant que chantre. Alors, en tant que chantre, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir malgré les malaises? Et comment tu fais pour chanter alors que tu présentes l'asthme, quand on sait qu'il y a des difficultés à respirer, donc à émettre des sons également? Merci, très bonne question. Déjà, comme je disais, lorsqu'on suit son traitement normalement, on fait ce
ce que les autres font sans aucune contrainte. Voilà, lorsque tu prends ton traitement, déjà, le témoignage, j'ai fait pratiquement une année pleine, sans faire une seule crise d'asthme. Wow. Sans faire une seule. Gloire à Dieu. Et parce que je suivais mon traitement, bien évidemment. Et également parce que je me mettais dans des conditions qui m'évitaient au maximum des étouffements et autres. Maintenant, je connais également, j'ai appris à connaître mon corps. À connaître comment est-ce que mon corps réagit, comment mon corps fonctionne. Est-ce que lorsque j'ai une difficulté respiratoire, est-ce que je peux me permettre de chanter ou pas? Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de chanter, quoique ayant une difficulté respiratoire. Mais comment je vais dire ça? C'est qu'en fait, je suis arrivé je peux dire ça à un niveau où je connais comment mon corps fonctionne. Je sais quand je peux me permettre, quoique étant dans une difficulté, je peux quand même chanter. Mais je sais également des moments où lorsque j'ai atteint un seuil là, je ne dois pas le faire parce que la respiration, elle est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vous voyez, un asthmatique peut être chanteur. Oui, très bon chant d'ailleurs. L'asthme n'empêche pas N'empêche vraiment pas, vraiment un pas, chanteur de vraiment pouvoir pas, louer son Dieu. vraiment pas. C'est vraiment pas une pas. limitation, c'est pas une limite. Vraiment pas. Pas de limitation. Waouh. Bonsoir, s'il vous plaît. Comment prévenir les états de crise de l'asthme? Nous l'avons dit, il faut éviter les facteurs favorisants, que ce soit les allergènes, que ce soit les facteurs endogènes, les facteurs exogènes par contre, que ce soit l'allergène, que ce soit les produits auxquels vous êtes en contact, la pollution intérieure, atmosphérique. Vous devez connaître en fait quels sont les facteurs favorisants, les facteurs qui favorisent la survenue de la crise. Et justement, en ce qui concerne les différents allergènes, dans les hôpitaux, on a des tests qui permettent de pouvoir les identifier si vous n'en connaissez pas en fait. Donc, vous pouvez également vous rendre dans une structure hospitalière, rencontrer un personnel de santé qui fera ces tests pour vous. Alors, mon cousin a une crise une fois et sa mère lui a donné de l'aspirine. Oh là là. Prescrit ou proscrit? En fait, je tiens d'abord par commencer par l'aspirine en elle-même. L'aspirine est un produit allergisant chez certaines personnes. Il y a des gens qui font de grosses crises lorsqu'elles prennent de l'aspirine. Donc, ce n'est du tout pas conseillé, surtout si nous ne savons pas si cette personne a déjà une allergie à l'aspirine en elle-même. Et quand on a une crise d'asthme, vraiment, le médicament de base que tout le monde connaît au moins, c'est la ventoline en spray. Ventoline en spray, parce qu'après, on va prendre et les sirops et les comprimés. L'effet est retardé. Pourtant, avec le spray, c'est instantané. Alors, en cas de pseudo-asthme cardiaque, que pouvons-nous faire? Je vais dire à la personne qui pose la question, le pseudo-asthme cardiaque, c'est une entité précise qui est définie. Alors, il est toujours préférable, si la personne présente des signes d'un asthme, qu'on lui donne son traitement. Nous l'avons dit, on lui donne son traitement à l'immédiat si c'est possible. Si ce n'est pas possible et qu'il y a une persistance des symptômes, il faut aller consulter. Ce n'est que le médecin qui reçoit la personne qui a la capacité de faire un distinguo devant le tableau clinique qu'il présente, que la personne présente, et bien sûr d'appliquer une thérapeutique particulière. Parce que le pseudo-asthme cardiaque, comme je le dis, c'est une entité précise qui est décrite, qui est connue et qui est traitée avec des spécificités. Et donc, c'est vraiment identifier la personne, la crise, et conduire vers le médecin pour qu'il fasse sa part. Eh oui, le pseudo-asthme cardiaque, c'est une entité connue avec un traitement précis. Donc, si ce diagnostic vous a été posé, revoyez votre médecin pour qu'il vous donne le traitement ou encore allez consulter. Si vous avez lu sur Internet, même parce que si ce diagnostic avait été posé par un médecin, il vous aurait déjà donné un traitement. Mais si vous avez lu sur Internet juste pour vous informer et que vous pensez pouvoir l'avoir, rencontrer un personnel de santé dans une structure hospitalière. Amen. Alors, nous croyons que Jésus guérit encore. Amen. Une personne qui Amen. présente l'asthme peut être guérie. Ouais.
Parce que la parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guéri. Amen. Donc Jésus a été cloué à la croix pour que nous puissions vivre la vie en abondance, une vie zoé, une vie sans maladie. Et c'est encore possible. Amen. C'est encore Alors, possible. nous allons prier pour toutes les personnes qui présentent cette pathologie. Le Seigneur est souverain, il est celui qui guérit, qui décide qui est-ce qui sera guéri et qui, par contre, prendra les médicaments. En même temps aussi, Dieu n'est pas contre la médecine. C'est Dieu qui inspire la médecine. C'est Dieu qui permet, qui accorde la sagesse, l'intelligence nécessaire afin que des maladies soient trouvées et qu'un médicament également puisse être mis sur pied. Donc, Dieu n'est pas contre la médecine. Amen. Alors, Amen. nous allons prier et puis nous allons clôturer ce magnifique talk. Prions. Excellent Père de grâce, Papa, nous te disons encore merci. Père, nous venons te remettre tous ceux qui présentent cette pathologie, l'asthme. Nous voulons te les remettre, Seigneur, afin que tu leur accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre non seulement avec cette maladie, mais toi qui es le Dieu qui guérit encore, toi qui as sacrifié ton Fils Jésus afin que nous puissions vivre la vie en abondance. Toi qui as sacrifié ton Fils Jésus, toi qui as accepté qu'il soit cloué à la croix afin que nous puissions être guéris de nos maladies, Papa. Nous savons que tu veux encore guérir et que tu guéris encore aujourd'hui. Alors, Père, nous te remettons toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, afin que tu étendes de ta main, Seigneur, et que tu les guérisses, Père. Que ces difficultés à respirer, Seigneur, s'estompent à l'instant, Papa, au nom de Jésus. Que ces douleurs qui ressentent dans la poitrine, Papa, que ces oppressions thoraciques qu'ils ont, Seigneur, tu les estompes au nom de Jésus. Père, nous savons, Papa, que tu guéris encore et que tu vas guérir plusieurs parmi eux, afin que le nom de ton Fils Jésus soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Alors, chantre Merlin. Oui, maman. Tu nous as parlé à cœur ouvert aujourd'hui. Oui, par la Merci grâce d'avoir de Dieu. accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Merci bien. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Merci beaucoup. Et qu'il te propulse, qu'il continue de te propulser dans le pouvoir de ta destinée. Amen. Docteur Larissa, merci d'avoir participé à ce deuxième épisode. Nous espérons te revoir très prochainement. Très prochainement, oui. Donne ta parole. Tu veux pas te prononcer? Tu l'as fait. C'est stressant de parler à la télé. Mais Bon, tu l'as fait. Et l'objectif, c'était que les personnes soient édifiées. Ça te stresse, mais ça édifie les autres. le Saint-Esprit nous conduira. Amen. Amen. Sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi ce talk. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps. Nous vous disons à bientôt pour la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera probablement le mois prochain. Nous espérons que vous serez encore comptés parmi les présents à l'auditoire. Sur ce, nous vous disons bonne soirée. À bientôt.